Salut à tous, c'est Mickaël, on se retrouve pour une nouvelle crypto balade. J'aime bien les appeler comme ça parce que du coup on va pouvoir parler de crypto et se balader en plein centre de Tallinn. Donc la dernière fois j'étais à une soirée pour l'anniversaire justement de la personne qui m'a aidé à sortir mon livre dans le centre de Tallinn. C'était très agréable et cette personne-là m'expliquait qu'en fait elle souhaitait acheter des cryptos, qu'elle en avait déjà un petit peu acheté mais qu'elle ne les achetait pas sur des plateformes d'échange. Et là je lui dis mais ok mais d'accord tu les achètes directement à une personne. Il me dit non je passe par LHV. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait en Estonie il y a 4 grosses banques globalement. Il y a SEB, Swedbank, LHV et Luminor, qui certaines proposent en fait d'acheter des cryptos directement en passant par elles. Donc du coup je lui dis mais quel est l'intérêt en fait de faire ça, sachant que tu te retrouves à avoir une entité qui est centralisée qui va posséder potentiellement tes cryptos. Il dit ouais mais en fait c'est hyper simple, c'est que tu vas sur l'interface, en quelques clics directement tu as acheté tes cryptos. Je dis ok mais ça me paraît quand même bizarre, donc je me renseigne 2 minutes et puis en fait je vois que les cryptos on les possède pas du tout et donc il n'y a pas moyen de les envoyer, de les transférer. On peut juste acheter les ventes, donc on ne sait même pas en fait s'ils les achètent réellement, et au passage ils se prennent 0,5% de frais, ce qui n'est pas non plus hallucinant, mais ils prennent quand même des frais de gestion dessus, ce qui est normal. Et en fait, ce qui m'a posé vraiment problème, c'est de dire mais attends, si tu achètes du bitcoin, donc tu crois dans un système qui est décentralisé, et en fait tu vas acheter auprès des banques qui sont complètement centralisées et qui n'ont aucun intérêt à te garder tes investissements corrects en sécurité en fait. Eux, leur seul intérêt c'est de pouvoir récupérer des capitaux le plus possible. Et donc c'est pas forcément pour toi, c'est pas forcément dans ton intérêt en fait de faire ça. Et donc là ce qu'il me répond c'est qu'il me dit oui mais en fait c'est hyper simple et moi j'ai pas envie d'apprendre comment fonctionne la crypto parce que c'est quelque chose de compliqué, j'ai pas envie d'y passer du temps. Et là, effectivement, je me suis fait une réflexion et je me suis dit, oui, le secteur crypto, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui ont du mal à vouloir aller se lancer dessus parce qu'il y a un frein technologique qui est encore présent, et même pour des personnes qui savent utiliser l'informatique. Parce qu'ils n'ont pas forcément envie de rentrer dans le détail, de se dire, bah voilà, ça va fonctionner comme ça la crypto, il faut la stocker de cette manière-là. Et donc, effectivement, il faut que les applications qui proposent des achats simples soient beaucoup plus marketées et mises en avant auprès du grand public. Et ça, c'est extrêmement important. Et après, je lui demandais à peu près comment il avait acheté, quand il avait acheté, quelle quantité il avait acheté. Alors c'est une personne qui avait quand même des fonds de plusieurs dizaines de milliers d'euros à placer et qui en avait acheté un petit peu comme ça, on va dire par hasard en 2021 quand il a vu que c'était monté. Ce qui ne me surprend pas forcément parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés à ce moment-là. Et là globalement, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il attendait que le BTC descende encore plus bas pour acheter. Je lui dis mais t'attends quel niveau? Il me dit j'attends, je sais plus, il me disait je crois que c'est 9000 $, quelque chose dans ce goût là. Je lui dis mais oui mais s'il descend pas, j'en achète pas. Je lui dis mais c'est complètement contre-intuitif. Je lui dis rentre en DCA là actuellement, t'en achètes un petit peu régulièrement et à partir de là, tu pourras avoir une moyenne qui sera assez lissée et tu pourras pas acheter en fait le plus bas. Et en fait le problème de ces personnes là qui du coup n'ont pas forcément de connaissances et qui ne souhaitent pas en avoir en plus, parce que c'est ça le truc, c'est qu'ils veulent acheter pour faire de la performance mais qui ne veulent pas se former pour. Ils pensent acheter au plus bas pour pouvoir revendre au plus haut. Et en fait ça c'est une erreur qui est fondamentale et ça on l'a vu chez plein de personnes. L'idée c'est d'extraire une partie de la performance. C'est-à-dire que le BTC il va faire par exemple, je sais pas, je vous donne des chiffres qui sont complètement arbitraires. Il va passer de 12 000 $ à 60 000 $. Et eux ils veulent acheter à 12 000, ils veulent revendre à 60 000. Alors si vous achetez, je sais pas, ne serait-ce qu'à 20 000 et que vous revendez à 50 000 d'un point de vue DCA, c'est financièrement hyper intéressant en fait, parce qu'il y aura finalement très peu de personnes qui l'ont fait et vous aurez été quand même sur l'actif qui a le plus performé en fait sur les 10 dernières années. Et ça c'est extrêmement important. C'est qu'en fait on a tellement l'habitude dans les cryptos d'avoir des montants qui sont juste astronomiques, avec des rendements qui sont juste astronomiques, qu'on en perd un petit peu la réalité des choses, de se dire on est déjà sur des rendements qu'on ne trouverait nulle part ailleurs, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la bourse. Donc il faut quand même prendre le temps de faire les choses correctement, d'y aller doucement, de prendre le temps de se former en fait. Parce que là la seule chose qui risque en fait c'est de perdre ses fonds. Et c'est un peu ce que j'essaie de lui expliquer, de lui dire au moins si tu achètes, fais-le sur une plateforme d'échange, envoie tes fonds sur un ledger. Je lui dis t'as plusieurs dizaines de milliers d'euros à investir, c'est pas un ledger qui va coûter 50 ou 100 euros qui va te greffer les performances de ton budget et l'argent potentiellement que tu vas gagner. Donc ça c'est extrêmement important de rester sur cette vision là. Et il y a des banques, donc on voit en France c'est hors de question qu'elles proposent des services comme ça. Peut-être que Société Générale commencera à y aller parce que c'est eux qui ont on va dire la plus grosse posture et qui sont les moins réticents dans les banques qui ont des locaux, hein. Je parle bien. Donc peut-être qu'ils proposeront quelque chose dans ce goût là. Mais globalement on voit que dans d'autres pays ça commence à être le cas. Mais finalement c'est pas une bonne chose. Et c'est clairement écrit en plus sur le site, hein. C'est pas écrit dans la petite ligne sur l'HV. C'est écrit clairement que vous ne pouvez pas transférer en fait vos cryptos. Et vous ne pouvez pas par exemple payer des services avec vos cryptos. Donc ça veut dire que potentiellement ils ont strictement rien du tout. Et il y a des gens chez qui ça les dérange pas forcément.
Donc globalement, voilà, c'était un peu l'idée déjà de cette première partie. Et puis vu comme j'aime bien parler de crypto, globalement et que ça intéresse quand même pas mal de monde, il y a une autre personne qui me dit, et la question était vraiment très, très judicieuse et très importante. Elle me dit, mais si les cryptos ont cet impact-là, comme elles ont, on va dire, comme elles ont été créées, si elles sont vraiment appliquées dans la même idéologie libertarienne de comment elles ont été créées, les États, c'est complètement inintéressant pour eux en fait. C'est des choses qu'ils ne veulent pas parce qu'ils vont perdre complètement le pouvoir sur la masse monétaire et du coup le pouvoir direct sur le peuple. Et là, c'est une question qui était vraiment, vraiment intéressante, vraiment profonde, qui mériterait un grand débat parce que c'est des choses avec lesquelles on a pas mal parlé avec Thibaut. Et je pense que moi, ma vision des choses sur tout ça, c'est qu'effectivement, il y a deux types d'États. Il y a ceux des pays, des États, des pays qui ont des monnaies qui sont fortes actuellement, comme on va dire l'euro, le dollar, la livre sterling, le franc suisse, qui eux n'ont pas forcément un réel intérêt en fait dans ce côté-là, parce qu'effectivement ils vont perdre leur souveraineté. Et après il y a tous les pays émergents ou tous les pays qui sont obligés d'acheter du dollar américain déjà, si on prend que la partie dollar américain, pour arriver à récupérer leur propre souveraineté. Et c'est ce qui s'est passé avec le Salvador. Oui, il y a une adoption qui est potentiellement mitigée. Et ça, je suis totalement prêt à l'entendre. Mais globalement, pourquoi le Salvador a fait le choix de passer sur du full Bitcoin, du moins, de le mettre en monnaie officielle? C'est parce qu'ils étaient obligés d'acheter du dollar américain en permanence. Et donc potentiellement, ils étaient sous les directives américaines. Et donc, ils ne pouvaient pas faire tout n'importe quoi avec. Et je pense que ça, c'est un élément qui est hyper important. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui vont essayer de l'adopter de manière plus intensive. Mais après, il va y avoir vraiment un choc entre les pays du Nord et les pays du Sud, entre les pays émergents et les pays qui sont déjà depuis très longtemps. Donc on va avoir dans les pays du Nord globalement, on va dire des monnaies de banque centrale, donc tout ce qui est CBDC. Si on prend le yuan numérique, ils ont déjà fait un yuan numérique qui est une date d'expiration, c'est-à-dire qu'on vous verse votre salaire, vous attendez quelques mois et après vous ne pouvez plus le dépenser. En fait, ça a été retiré complètement de votre compte. Pour moi, je trouve ça juste aberrant en fait. C'est de l'argent que vous avez gagné, c'est de l'argent que vous méritez, c'est de l'argent que vous devez avoir. Donc c'est aussi une manière en fait de se protéger et peut-être de garder des économies sur le long terme plus tard et de se dire que vous aurez quand même la possibilité de continuer de manger et de continuer de vivre, même si finalement on vous dit que votre euro il n'existe plus. Et donc je pense qu'il y aura vraiment un gros conflit entre la partie nord et la partie sud sur ces aspects-là. Et globalement, en fait, il y a des gouvernements qui ont déjà essayé d'interdire les cryptos. On l'a vu, ça n'a pas donné des résultats qui étaient probants. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu comme si vous essayez de bloquer Internet. C'est des choses qui sont décentralisées. Et la première personne qui va avoir un téléphone portable, la première personne qui va avoir un ordinateur, peut utiliser en fait de la crypto. Ils ont essayé de faire ça avec l'or il y a déjà quelques centaines d'années aux US. Ça n'avait pas marché non plus parce qu'en fait, oui, ils ont pu en récolter une partie, oui, il y a des gens qui vont suivre le cadre, mais il y aura toujours des personnes qui vont essayer de résister à cette forme, on va dire, d'oppression, de censure, et donc qui pourront faire un petit peu comme ils l'entendent et continuer de pouvoir vivre et de pouvoir payer avec. Après, effectivement, si la plupart des commerçants ne l'acceptent pas, ça fait un réseau parallèle, mais ce réseau parallèle, aujourd'hui, il est déjà existant dans plein de pays en fait. Tous les pays où vous avez des monnaies qui sont hyper inflationnistes, quand on prend la lire turque qui s'est pris 80% d'inflation, ils sont pris 80% d'inflation en Turquie. C'est pas entendable. Quand on voit le Venezuela, quand on voit l'Argentine et autres, ils peuvent pas vivre en fait ces personnes-là. Ils vont toucher un salaire et en fait ils pourront même pas acheter une baguette de pain quelques jours après. Donc eux ils ont besoin, même si le BTC par exemple il a perdu plus de 70% de sa valeur par rapport à son plus haut l'année dernière, ils préfèrent encore avoir ça dans leur portefeuille parce qu'ils savent que ça vaudra quelque chose demain, que de se dire finalement on va avoir une monnaie qui vaudra strictement plus rien du tout demain et donc qui servira strictement à rien du tout. Et donc je pense que c'est important aussi de rappeler de qui fait les directives en fait dans les pays. Il y a les politiciens qui sont là pour mettre un cadre, des structures, mais globalement ça reste en fait le peuple qui a le dernier mot, qui a le pouvoir. C'est des idées qui sont très libertariennes sur le Bitcoin. Et là quand je parle de crypto, je parle vraiment du Bitcoin, je parle pas de toutes les autres cryptos qui a tué. Ma vision des choses, c'est pas de dire qu'il y a un même coin qui va servir pour le paiement de demain. Peut-être que ça arrivera, on n'en sait rien. Mais globalement c'est pas l'idée de fond. C'est de se dire, déjà si on prend un peu l'historique du Bitcoin, ça fait un peu plus de 10 ans qu'il est là, on commence à avoir un petit peu de retour, ça reste très jeune quand même, il faut en être conscient, mais quand on voit les progrès et les avancées que ça a permis, et quand on voit la facilité de paiement que ça a autorisé à certaines personnes, ça a permis à des gens qui n'étaient pas bancarisés en fait de pouvoir l'être. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le comprendre dans le secteur crypto, en se disant oui, en Europe, la crypto c'est quasiment pas utilisé. Alors en France, vous avez 300 commerçants qui permettent de payer en crypto, c'est pas beaucoup, je vous l'accorde. Si ça vous intéresse, je vous mettrai une carte en fait directement dans la description avec tous les endroits où vous pouvez payer en crypto dans le monde. Alors elle n'est pas extrêmement complète, mais elle permet au moins d'avoir pas mal d'informations et peut-être de trouver un commerçant près de chez vous qui accepte les cryptos.
Donc ça c'est déjà une première chose. En France ça commence à se démocratiser doucement, mais la partie fiscalité fait que c'est compliqué, les lois changent assez régulièrement dans ce secteur-là, donc c'est compliqué pour les commerçants de pouvoir vraiment se positionner sur le long terme. Mais les autres pays où vraiment il n'y a pas cette problématique de fiscalité parce que soit ça n'a pas du tout été régulé, parce que le gouvernement n'est pas du tout au goût du jour, ou soit c'était facilité, il y a vraiment une adoption massive. Quand on prend la partie Japon, Canada, globalement aux US, il y a beaucoup de boutiques qui acceptent les cryptos. En Estonie ça commence doucement. Et en fait on a par exemple maintenant des fournisseurs de paiement qui commencent vraiment à se développer. La dernière fois je parlais, alors c'est pas du tout du sponsor, hein, c'est parce que je parle avec eux, c'est Coinspade. C'est une solution qui, vous en tant que commerçant, vous la mettez, les gens vous payent en crypto, et après soit vous récupérez en crypto du coup les fonds qu'on vous a payés. Eux ils font toute la partie vérification du blanchiment d'argent, ils font l'AML, ils font tout ce qui va avec. Soit en fait ils vous convertissent en fiat, et donc vous avez la conversion à l'instant T avec potentiellement la réglementation et les taxes qui vont s'imposer dessus. Mais du coup ils facilitent vraiment les choses, et eux ils sont vraiment en train d'exploser parce que justement les commerçants ils n'ont pas envie de s'assurer que les gens ils n'aient pas blanchi de l'argent, qu'ils ne viennent pas acheter avec des cryptos qui ont servi par exemple, je sais pas, à faire des piratages, à faire ce genre de choses. Donc ça permet aussi de faciliter tout ça, et je pense qu'il y avait un manque dans ce secteur là qui va permettre de faciliter un petit peu cette adoption beaucoup plus importante. Et après vous avez les parties on va dire Afrique subsaharienne qui dans beaucoup de cas a du mal à être bancarisé parce que pas forcément beaucoup d'offres, pas forcément de possibilité d'avoir des moyens comme ça. Par contre ils ont beaucoup de téléphones portables. Et donc le fait d'avoir une population qui est généralement assez jeune, si on prend le Nigeria qui est l'un des premiers pays d'adoption de crypto en Afrique, ils ont beaucoup de téléphones, donc du coup la facilité de la crypto elle est là, et du coup ça va permettre d'avoir un moyen d'échange, ne serait-ce qu'un moyen d'échange, sans même parler de faire de la spéculation, sans même parler de gagner de l'argent. Ça permet d'avoir un moyen d'échange pour pouvoir échanger de la valeur et pour pouvoir payer des transactions. Et donc ça c'est extrêmement important de garder ça en tête, c'est que les États ils auront beau faire ce qu'ils veulent, quand le peuple a un besoin, et finalement ce besoin en fait va supplanter tout. Et ça on l'a beaucoup vu en informatique, où en France on a mis des lois avec Adopi et autres qui ont été arrêtées globalement 10 ans après. Mais en fait le besoin fondamental c'était des gens de pouvoir accéder à un grand nombre de contenus. Et pourquoi Netflix a explosé à ce point là? Parce que les gens ils étaient prêts à payer, mais ils voulaient avoir accès à un grand nombre de contenus et plus avoir besoin d'acheter un CD par un CD, un DVD par un DVD pour pouvoir regarder un film. Et donc je pense qu'il y a un besoin en fait qui va dans ce sens là. Et donc il va falloir comment ce besoin va être résolu. Pour moi les cryptos c'est une des solutions, c'est peut-être pas la solution idéale mais c'est une des solutions. Et donc pour moi elle va vraiment s'inscrire dans un monde de demain qui va être utilisé par un grand nombre de personnes. Et effectivement en Europe on risque d'avoir des CBDC qui vont être très fortes. Les États vont essayer de centraliser, vont essayer de casser ça assez rapidement. Mais globalement je pense qu'il y a des régions du monde où ça va vraiment se développer, et je souhaite que ça se développe moi vraiment. Donc j'espère que vous aimez un peu ces crypto balades. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on en fasse d'autres et quels sont les sujets que vous voulez qu'on aborde. Pensez à vous abonner, pensez à vous mettre un pouce bleu. Pensez également à récupérer le livre qui est disponible directement dans la description. C'est un petit ebook qui est offert. Il vous apprendra plein de choses pour bien débuter dans les cryptos, et justement pour éviter d'acheter vos cryptos par exemple chez LHV. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!